Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être fidèles au programme de Télé Congo. Bienvenue surtout dans cette émission Congo Presse Club, une émission de relance, une émission qui vous revient avec de nouveaux présentateurs, Sergio Lepote et moi. Bonsoir Sergio. Bonsoir. Si Albert Camus soutenait que tout pays vaut ce que vaut sa presse, eh bien c'est parce que de tout temps, les téléspectateurs, auditeurs ou lecteurs se souviennent de l'éditorial captivant, du reportage édifiant, du commentaire fascinant ou de l'analyse saisissante et s'en inspirent dans leur vie de tous les jours. La démarche du journaliste consiste justement à capter les faits qui permettent de reconstituer la vérité et de saisir le rapport délicat entre le citoyen et la réalité qui l'entoure, afin que triomphe toujours l'analyse logique et l'information objective. La démarche du journaliste est consistant à proposer les grands thèmes, à susciter les grands débats, à suggérer les grandes idées et à inspirer les grandes réflexions. Nous vous proposons un rendez-vous des professionnels de la communication et de l'information intitulé Congo Presse Club. Congo Presse Club est un espace réservé à ceux qui font la presse, mais aussi à tout interlocuteur enclin à l'éclosion de la vérité. Très heureux de prendre le témoin des mains d'André Andélé, concepteur de cette émission et actuel directeur général de Télé Congo. Une seule thématique sera abordée au cours de cette émission. Il s'agit bien entendu de la signature de l'accord programme Congo-FMI qui vient après 3 ans de négociations. Pour broder cette actualité, nous avons sur ce plateau Alphonse Ndongo, journaliste économique. Bonsoir Alphonse. Bonsoir. Et Ernest Dimi du journal Le Patriote. Bonsoir Ernest. Bonsoir Bienata. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Sergio Lepote, l'accord programme Congo-FMI est signé depuis le 11 juillet. Une bonne nouvelle pour les Congolais, n'est-ce pas? Alors vous le savez, vous venez de dire Serge, donc le FMI a signé un accord de facilité élargie des crédits en appui au programme économique et financier de la République du Congo pour une période de 3 ans. Cet accord intervient donc après près de 2 ans de longues et difficiles négociations à rebondissement. Que dire alors de cet aboutissement? Une fin en soi ou le début d'un retour à la stabilité macroéconomique. En tout cas, le débat vaut son pesant d'or. Et d'abord, avant de lancer les échanges, on va suivre cette réaction du Premier ministre Clément Mwamba, juste après son arrivée à Sibiti, où il est allé pour un séjour de travail. L'accord vient d'être approuvé. Il y a longtemps qu'on attendait cet accord, donc c'est tout à fait une joie pour le gouvernement, bien sûr, la joie que nous devons partager avec tous les Congolais qui attendaient cet accord. Et il reste maintenant le plus dur à faire, c'est de travailler dur pour que nous respections toutes les prescriptions de cet accord. Donc pour le moment, manifestons notre joie et prenons date qu'à compter de maintenant, c'est tout un tournant. C'est quoi le plus dur finalement, Monsieur le Premier ministre? Le plus dur, c'est de donner notre cadence dans la manière de gérer nos affaires publiques. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors ça y est, la première question, je posais à Alphonse Ndongo, mais d'abord il faut contextualiser la chose. Nous sommes en décembre 2016, les 6 chefs d'État de pays donc, de la sous-région se sont réunis et ont pris une résolution, celui d'aller vers le FMI, parce qu'on le savait déjà, le problème économique était déjà déclaré, parce que le prix du baril de pétrole, la plupart des pays sont des pays producteurs du pétrole, alors avait connu un coût. Il fallait donc aller vers le créancier des institutions de Bretton Woods. L'idée était d'ouvrir les négociations aussi rapidement que possible, mais également conclure ces négociations. D'autres pays en sont arrivés, mais pourquoi le Congo a-t-il attendu près de 2 ans pour finalement arriver à trouver cet accord? Oui, c'est vrai, Sergio, tu fais bien de relever le fait que c'est de manière groupée que les pays de la sous-région, c'est-à-dire la sous-région de la zone d'Afrique centrale, CEMAC, ont décidé d'aller
de s'adresser, n'est-ce pas, aux institutions de Bretton Woods, notamment le Fonds monétaire international. Et ayant donc eu une réunion qui s'était par ailleurs donc tenue à Yaoundé au Cameroun, réunion au cours de laquelle, on le sait, Christine Lagarde et même à l'époque Michel Sapin, voilà, le ministre français de l'économie, le ministre français de l'économie avait pris part pour tirer la sonnette à l'alarme, demander donc à tous les pays de la zone de faire attention parce qu'on sentait que le fameux compte d'opération en termes de devises dégrégolait et que les agrégats macroéconomiques étaient aussi quasiment, si ce n'était pas l'orange pour certains pays, c'était aussi au rouge. Alors, le Congo, pourquoi est-ce que le Congo a attendu pratiquement 3 ans pour finalement déboucher sur cet accord? Vous savez, chaque pays, dans pareil cas, va à son rythme. Vous pouvez être malade lorsque vous allez à l'hôpital, pour que nos téléspectateurs comprennent. Lorsque vous allez, par exemple, dans un hôpital, prenons le cas de notre CHU, tous les malades ne souffrent pas de la même maladie. Chacun a sa maladie et c'est en fonction du diagnostic qui est établi par le médecin que, certains peuvent guérir soit avant, soit un peu plus tard. En ce qui concerne le Congo, la situation était quand même assez difficile sur le plan économique. Il y a eu ces contrats traders, il y a eu cette dette dont a parlé le FMI. Ça, on en parlera. Et toutes ces choses ont fait que le Congo, je pense, a voulu d'abord remettre les choses à flot, a voulu quand même, on ne peut pas aller voir le FMI si on ne prend pas quelques mesures, quelques précautions. Et je crois que le Congo, donc, c'était de bon aloi pour les autorités de pouvoir d'abord rapprocher certains indicateurs à un niveau tout à fait appréciable, mener des efforts en interne, parce que c'est ce qui s'est fait, on le sait très bien, par exemple, pour ne donner qu'un indice, il y a par exemple eu le nettoyage du fichier solde de la fonction publique. Ça on va en parler. Voilà. On va en parler. Autant d'éléments qui ont fait que finalement, je crois que le Congo puisse patienter, mais il faut ajouter à ça la situation quand même, comme je le disais tantôt, de la dette gagée, des audits et ainsi de suite, des traders. Alors tout cela... Tout ça, d'accord. Merci beaucoup Alphonse Dongo. Donc on va revenir vers vous. Je me tournais du côté de Ernest Dimi. On a suivi les négociations de bout en bout. Mais quand même, quand je parlais tout à l'heure à Alphonse Dongo, que ça a pris du temps, mais quand même, à certains moments, on disait que non, ça ne va pas aboutir. On va se rappeler des épisodes où le Congo est programmé, nous sommes en 2018, le 6 juillet, et puis on nous annonce le 11 juillet, finalement, ce n'est plus le cas, le Congo n'est plus dans le calendrier, on annonce le 30 juillet, on jouait un peu au yo-yo. Y avait-il des situations qui justifiaient un peu, ou qui justifient, ou qui a justifié ce retard? Bon, il faut d'abord dire que la tendance globale pour nos Congolais, c'est de chercher à tout ramener à la politique, de chercher à faire les chantages politiques et la surenchère politique sur des situations qui parfois sont techniques. Le FMI n'est pas assujetti au Congo. Le FMI a son calendrier. Le FMI a ses principes, le FMI a ses réalités. Vous voyez? Alors, il ne va pas convoquer une session extraordinaire de son conseil d'administration parce que la crise est en train de prendre plus d'ampleur au Congo. Non. Et si le calendrier établi montre qu'il y a quelques dossiers qui, soit, ont quelques éléments à compléter, ou soit les techniciens qui ont suivi les dossiers ne sont pas encore parvenus à donner tous les détails qu'ils avaient à leur possession ou qu'ils devraient avoir en leur possession, le conseil d'administration ne peut pas examiner votre dossier. Et à cela, il faut s'y ajouter. Mais attends, s'il vous plaît, je vais donner, Serge Mienarata va prendre le relais, mais justement, je vais quand même insister, parce qu'il y a eu d'autres pays, on n'a pas assisté à ces genres de remue-ménage à tout bout de champ, mais là, vous revelez, quand même, on pouvait se dire que par certains moments, le dossier du Congo n'était pas présenté comme il fallait. Le dossier du Congo était-il présenté comme il fallait? Les problèmes n'étaient pas là. Le problème, c'était est-ce que le fond était celui qui était attendu? Est-ce que le moment était celui-là? Parce que, de manière globale, alors, tout le monde s'est mis à suivre
le calendrier du Fonds monétaire international par rapport à la situation du pays. Au point où, aujourd'hui, tout le monde est en train de parler du FMI sans savoir ce que ça veut réellement dire. Non, alors, vous ne pouvez pas dire ça, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas dire ça. Les gens savent ce que tout FMI le monde veut ne dire. sait pas parce que dans la rue, tu entends un monsieur t'interpeller, monsieur Dimi, vous les journalistes, bon, le FMI a signé, donc désormais on va payer tout le monde, on va payer les retraites. Vous voyez un peu la caricature. Ça, c'est un autre point qu'on va débattre au cours de cette émission. L'accord attendu par le Congo avec le Fonds monétaire international a été enfin approuvé le 11 juillet à Washington par le conseil d'administration de cette institution financière. Le FMI va donc accorder au Congo 448,6 millions de dollars, soit environ 262 milliards 450 millions de francs CFA. Au titre de la FEC, la facilité élargie de crédit, un programme d'aide financière que le FMI octroie aux pays qui connaissent des difficultés de balance de paiement. Cette aide financière du FMI au Congo va permettre au pays de rééquilibrer son budget, de renforcer le capital humain, c'est-à-dire investir dans l'éducation et la formation des individus, notamment les groupes vulnérables de la population. Ce financement va aussi servir à poursuivre les réformes structurelles déjà engagées par le pays. Réformes mettant l'accent sur la gouvernance et le renforcement de la diversification de l'économie afin de rendre la croissance plus inclusive. Le programme envisage aussi l'apurement des arriérés extérieurs envers les créanciers officiels d'ici la première revue de l'accord. Le décaissement du montant total de cet accord sera échelonné sur la durée du programme qui va s'étendre sur 3 ans. À l'immédiat, 44,9 millions de dollars, soit 26 milliards 268 millions de francs CFA du montant total seront décaissés. Selon le communiqué de presse publié à l'issue de ce conseil, la mise en œuvre de ce programme reste exposée à des risques considérables parmi lesquels la volatilité des prix du pétrole et d'éventuelles difficultés à inscrire les formes de réforme dans la durée. Cependant, les risques sont atténués par la forte volonté d'appliquer le programme au plus haut niveau politique, comme en témoignent toutes les réformes que les autorités ont opérées avant l'approbation du programme. C'est de dire que la conclusion de cet accord entre le Congo et le FMI est une véritable bouffée d'oxygène pour l'économie congolaise, un véritable soulagement pour le gouvernement congolais après 2 ans d'âpres négociations. Oui, justement, Sergio, c'est même l'occasion de poser la question à Alphonse, de savoir, aujourd'hui, le FMI signe avec le Congo. Qu'est-ce que cela représente de façon concrète? De manière concrète, il faut noter déjà d'entrée de jeu que c'est un accord qui porte sur 220, un peu plus ça, c'est-à-dire que ça porte exactement en termes de dollars sur 4 488,6 millions de dollars. Bon, si on prend un peu au taux du jour le plus bas, ça représente un peu plus de 220 milliards de francs CFA. Mais des décaissements qui vont se faire de manière progressive sur une durée de 3 ans. C'est vrai. Et donc ça, de manière, c'est ce que l'accord va déjà apporter au Congo. Et cet argent va effectivement permettre au Congo de combler le déficit budgétaire et pourquoi pas d'engager ou alors de mener à bien certaines réformes. D'autre part, on le sait très bien que la France avait déjà dit à travers son argentier que lorsque le Congo va nouer un accord avec le FMI, Paris va accorder, c'était tout à fait quelque chose, un engagement de la part de Paris, Bercy devait donc, c'est-à-dire l'équivalent chez nous du ministère des Finances, devait accorder 135 millions d'euros au Congo. Alors vous faites, si vous prenez au cours de 655, vous allez voir que ça tourne autour de 89 milliards de francs CFA. Et puis il y a 280 millions que la BAD voudrait injecter dans le circuit de développement chez nous à travers le financement de certains projets, et ainsi de suite. Donc la BAD aussi a l'argent en espèces sonnantes et trébuchantes pour injecter dans le circuit économique du Congo. Et il y a aussi, pourquoi pas, il faut le reconnaître, d'autres financements qui sont restés, n'est-ce pas, en instance, qui sont restés en hibernation, notamment les financements qui proviennent d'autres partenaires
multilatéraux au développement, à savoir l'Agence française de développement, l'Union européenne, la Banque mondiale. Donc, ce sont là déjà des attentes, si on peut dire de manière automatique. Mais ça ne veut pas dire automatique, comme le disait Dimi tantôt, parce qu'on entend ici et là des cris de joie, sans pour autant savoir que ces financements viennent de manière progressive, c'est-à-dire au prorata de la mise en œuvre, n'est-ce pas, du programme que nous venons de signer avec le FMI. D'accord, excuse-moi Alphonse Dongo, vous me permettrez, Serge, justement, parce que là nous sommes déjà en train de parler de cet accord, mais revenir quand même sur ce processus. Tout à l'heure, je parlais avec Ernest Dimi sur le retard, où on peut dire pour les uns, mais pour le gouvernement, on a suivi le Premier ministre, ça tombe à point nommé. Mais il faut saluer également les efforts du Congo pour arriver à cet accord. On parlera de la dette chinoise qui faisait comme un goulot d'étranglement, mais le gouvernement a réussi en même temps, pendant ces négociations, trouver un accord avec la Chine, mais également on annonce, selon l'agence Bloomberg, que le Congo aurait déjà aussi trouvé d'accord avec Trafigura, qui sont des traders. Et il faut se dire que c'était aussi ça le prix à payer. Oui, on ne serait pas parvenu à cet accord si le Congo, de son côté, n'avait pas montré les gages de sa bonne foi, de son engagement. Sinon, il n'y aurait pas accord, il n'y aurait pas eu accord hier à Washington. C'est tout simplement parce qu'il y a quand même eu un travail. Je suis de ceux qui pensaient, je m'en excuse d'ailleurs, que le ministre Canis Ganongo aura des difficultés pour parvenir à la signature d'un accord. Peut-être que j'ai vendu la peau de l'ours sans l'avoir tué, mais je pense que c'est une bonne chose parce que le gouvernement, le ministre Ganongo et notamment toute son équipe, ceux qui l'ont assisté, les M. Ebata, les M. Mabundu et même le Premier ministre, tout ce qui était à la manœuvre, sans oublier l'autorité au plus haut niveau. Donc il y a eu quand même un travail qui a été mené, notamment le FMI posé comme condition préalable, c'était donc de restructurer et rééchelonner par la suite la dette qui nous lie à la Chine. Chose qui était faite. Je reviens à vous, juste le temps pour Dimi également d'entrer dans la sauce. On parle également des questions de gouvernance. Il fallait régler des problèmes comme restructurer la SNPC, parler également de la mise en œuvre de certaines dispositions de la Constitution, notamment la déclaration de biens. Toutes ces choses-là ont été quand même réalisées par le gouvernement. Toutes les choses ont été réalisées par le gouvernement, mais il faut plutôt savoir que le FMI recherchait, entre autres, que ces exigences qui participent de la bonne gouvernance, alors aient, au-delà de leur matérialisation immédiate, parce qu'on parlait des réformes courageuses et audacieuses, alors qu'il y ait des supports, qu'il y ait une volonté du gouvernement, effectivement, d'aller dans ce sens. Vous avez suivi qu'il y a eu des lois qui ont été votées au niveau du Parlement relatives à cette histoire de déclaration des biens des autorités patrimoine aux hautes fonctions publiques. Voilà. Vous avez également suivi les conseils des ministres adopter des réformes au niveau non seulement de la SNPC, oui, mais aussi de la défunte SNE et autres structures. Alors, vous avez aussi, oui, au Nemo par exemple, vous avez également suivi, on a tous suivi, qu'il y a des audits un peu généralisés. Récemment, je crois que je l'ai ventilé à travers les réseaux sociaux, l'audit qui était en train de se réaliser au niveau, par exemple, du ministère de la Santé de la Population sur l'achat des médicaments, notamment des antirétroviraux, de 2010, je crois, à 2013 ou 2016, comme ça. Donc ça participe effectivement de cette volonté d'aller de l'avant. Mais est-il qu'il y a eu aussi, n'oublions pas, et c'était le principal, la création d'une autorité de contrôle, donc d'un gendarme de contrôle de la gouvernance publique que nous avons appelé la haute autorité de lutte contre la corruption. Alors, quand on voit tout cet aéropage de réformes engagé, alors, faut-il encore
créé d'autres exigences par le Fonds monétaire international qui attendaient cela pour aller à la signature de l'accord, alors ça serait relevé de notre agenda. Donc c'est tout à fait normal qu'ayant ressassé tous ces faits, ayant ressassé tous ces critères qui ont été exigés, étant donné qu'ils s'accomplissaient les uns et les autres, les uns après les autres, c'était tout à fait normal qu'on y arrive. Mais je voudrais aussi souligner, vous savez, en janvier, nous couvrions l'échange des vœux entre le président de la République et, je crois que c'était les responsables des administrations publiques. Et nous avons eu la chance de réaliser une interview avec le ministre Kalisque Gadongo, et qui nous avait rassurés alors que le Congolais était dans le désespoir. On parlait, je me souviens, avec Alphonse Dogo et les autres, d'avoir toujours un plan B, pourquoi pas un plan C par rapport à cette histoire du FMI, puisqu'on était dans le désespoir. Mais Kalisque Gadongo avait quand même rassuré que les critères exigés s'accomplissaient les uns après les autres et la balle était du camp du Fonds monétaire international. Ça devait arriver en février. Mais moi, quand j'ai pris ces interviews, je suis venu à la rédaction, j'ai retenu. Je me suis dit, mais est-ce que ça va réellement avoir lieu? Imaginons qu'on mette ça sur le marché et que je n'en ai pas parlé à ma direction. Donc, j'ai fait de la rétention de l'information. Mais c'est bien après quand j'en parle, non, mais c'est une autorité habilitée. Mais justement, vous rappelez que la rétention de l'information est une faute professionnelle grave dans les engagements d'assainissement des finances publiques. On pourra également noter, parce que ça, on n'en parle pas assez, le solde budgétaire global de l'État qui est passé d'un déficit de 7,4% du PIB en 2017 et maintenant un excédent de 6,81% en 2018, donc des engagements qui ont permis finalement qu'on y arrive, Serge Mielarata. Non, Serge, je voudrais juste ajouter ceci pour clore, que j'étais parmi les sceptiques, même quand le ministre parlait, je ne croyais pas. Mais aujourd'hui, ça se réalise, je me dis, bon, en fait, donc parfois c'est à tort qu'on ne croit pas à ce que peuvent nous dire nos gouvernants, même quand ils ont raison. Oui, Dimion, nous avons compris. Mais je voulais poser une question. L'accord est signé à ce jour. Bravo. Peut-on dire que les Congolais peuvent aujourd'hui dire adieu à la crise? La crise n'a pas été déclenchée par les non-accords avec le FMI. La crise intègre les cycles, Alphonse ne va pas me démentir, les cycles normaux de la vie économique, de toute structure. Il y a des problèmes, il y a des moments de crise, il y a des moments de croissance. Alors, la crise ne va pas se terminer, sinon elle aurait pris fin depuis le 11 juillet à la signature. Elle n'a pas été décrétée, mais elle demande qu'au-delà de la signature de l'accord, la mise en œuvre de cet accord. Et c'est là où il faut prendre l'accord avec le FMI, non pas comme une fin, mais comme le début d'un processus qui demande encore assez d'investissement au niveau de la gouvernance. C'est-à-dire, il faut, que les réformes annoncées pour certaines sur papier soient effectivement appliquées. 2, il faut réduire le train de vie de l'État. 3, il faut poursuivre avec les réformes qui ont déjà commencé. Mais il faut plutôt ici, c'est le moment d'expliquer aux Congolais que le FMI ne donne pas des sacs d'argent au Congo, alors va payer tes fonctionnaires comme on entend les gens les dire dans les bus, va régler les salaires des gens du CHU, les arriérés de l'université. Non. Le FMI, en fait, c'est un groupe d'experts qui vous donne la crédibilité au niveau mondial, c'est-à-dire les bailleurs de fonds sont rassurés qu'on peut prêter de l'argent au Congo et le pays pourra rembourser. Mais cet argent, ce n'est pas pour blaguer avec, pour parler terre à terre. Cet argent, c'est pour engager des actions économiques dans les réformes qu'on a fait, disons, de diversifier l'économie de telle sorte que le Congo retrouve son équilibre macroéconomique afin de faire face... Jimmy, je vais vous arrêter un instant. Je voulais savoir, nombreux ne donnaient pas assez de chance au Congo dans la conclusion de cet accord. Aujourd'hui, peut-on dire qu'avec cette signature, que le Congo a retrouvé sa crédibilité vis-à-vis des bailleurs de fonds internationaux?
Ça, Alphonse Ndongo, qui est journaliste économique, ne va pas me démentir. Le FMI, c'est comme... c'est un gage. C'est-à-dire, le FMI, c'est un groupe d'experts. S'il dit oui, Dimi, ça, vous pouvez lui donner de l'argent, il pourra payer, moi je vais contrôler, et c'est là. C'est dur parce que ce n'est pas une panacée. Parce qu'il y aura des revues qui viendront voir comment le Congo a géré les premières tranches d'argent qui ont été décaissées par le partenaire. Est-ce que c'est conforme? Est-ce qu'il a respecté le cahier des charges, donc l'accord qui a été signé? Parce qu'il peut arriver que l'argent décaissé, donné par prêté par le partenaire, arrive ici au Congo, mais il ne faudrait pas qu'il soit utilisé en contradiction avec le même document que le Congo a signé. Exactement, Ernest Dimi, on va suivre donc à propos, avant de continuer le débat, la réaction, parce que les réactions ne font que tomber après donc cette annonce du FMI pour la signature de cet accord donc d'appui d'aide financière au niveau du Congo. C'est le porte-parole du PCT, monsieur Serge Michel Oudjoki, qui va dans le sens de rappeler que cette aide n'est pas donc une fin en soi. On le suit. Si le FMI a signé cet accord, c'est qu'il y a de la considération, qu'il y a de la confiance que ce partenaire accorde à cet autre partenaire qu'est le Congo, le gouvernement congolais. Nous le disons parce que certains d'entre nous, compatriotes et tant d'autres à l'extérieur, ont déployé comme manœuvre, comme effort pour faire échec à ces négociations. Ils oubliaient que cela a été fait dans l'intérêt du peuple congolais. Le Parti congolais du travail, ainsi que la majorité présidentielle, jouera sa partition, c'est-à-dire continuera à demander, à exiger que tout ce que le président de la République a dit ces derniers temps, ces dernières années, c'est-à-dire la lutte contre les antivaleurs dans la gestion, et bien que cette situation nouvelle devienne effectivement la réalité quotidienne. Alphonse Ndongo, vous venez de suivre monsieur Serge Michel Oudjoki. Le travail doit continuer parce que les réformes, il faut se rappeler, lors d'ailleurs de l'entrée en matière du gouvernement Clément Mwamba I, à l'époque on ne pensait pas encore FMI tel que nous le voyons maintenant. Il avait dit qu'il fallait que le Congo arrive à s'auto-ajuster, sinon on le sera par les autres. C'est-à-dire qu'il y a cet engagement de pouvoir restructurer la gouvernance au niveau de l'État, mais cet accord également amène comme une sorte d'imposition à une restructuration de la gouvernance qui maintenant il faut passer aux mots, de passer donc des mots aux actes. Oui, il faut absolument, comme vous le dites, passer des mots aux actes, et ce n'est pas toujours chose facile parce que nous entrons là dans ce qu'on appelle la période d'austérité, c'est-à-dire il y aura un budget d'austérité, tout se fait sous le contrôle du FMI, vous ne pouvez engager aucune dépense sans l'onction du FMI, vous ne pouvez pas engager quelconque emprunt ou lever des fonds sur le marché financier sans l'appui du FMI. Mais là excusez-moi, vous ne serez pas peut-être démenti, parce que ça, je rappelle l'affirmation, on le citait tout à l'heure, du ministre français de l'économie, Michel Sapin, interrogé à l'époque par l'agence France Presse. Il affirmait que le FMI des années 90, qui faisait un peu peur à tout le monde, ce n'est plus le FMI d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que le Congo soit en accord avec le FMI, on peut également estimer que cela resterait des appuis budgétaires, et du côté de la structuration de notre vie, je vais dire, de la politique économique, de la gestion de tous les jours de l'État, il n'y aura peut-être pas trop des contraintes. Non, les principes restent les mêmes. C'est vrai que le FMI ou bien la Banque mondiale ont soigné leur communication. On peut facilement les atteindre grâce, n'est-ce pas,
à des terminaux que nous avons. Mais dans la pratique, parce que le FMI, en nous donnant cet argent, ce n'est pas quand même un Père Noël, hein, c'est de l'argent que nous devons rembourser. Alors, pour rembourser cet argent et rembourser l'argent que nous devons aux traders, c'est pourquoi le FMI nous a demandé de revoyer votre situation de dette avec la Chine. Ce n'était pas pour que, c'était tout simplement pour assouplir les conditions. Pour que quand le FMI nous donne de l'argent, nous ne soyons pas dans des contraintes où nous avons un service de dette très élevé. Il fallait aussi donc négocier avec des traders, c'est pourquoi le gouvernement a engagé des intermédiaires, notamment Mathieu Pigasse et Dominique Strauss-Kahn, ça c'est connu. Bon, là aujourd'hui, nous devons rembourser cet argent et il va falloir pour le FMI travailler davantage. D'ailleurs, le Premier ministre l'a dit, il faut se mettre au travail. Se mettre au travail veut dire quoi? Il faut optimiser les recettes. Il faut optimiser les recettes dans un contexte de crise, d'austérité. Il ne faut pas seulement compter sur le pétrole, il faut peut-être élargir l'assiette fiscale. Il faut chercher d'autres niches de recettes pour que l'État ait assez d'argent et qu'à la fin, nous puissions payer cet argent, les 220 milliards, s'il vous plaît. Le FMI ne nous les donne pas cadeau. Et Dimi a bien fait de le dire, et peut-être je vais aller dans le prolongement. Contrairement aux cris de joie que j'entends ici et là, où les gens disent, ça y est, les problèmes sont finis, le FMI a donné de l'argent, oui, et c'est fini. Non, il ne s'agit pas de ça. Nous entrons là dans une période assez difficile, qui existe beaucoup de travail. Je vais vous dire, je ne vais pas citer le nom de ce pays de l'Afrique centrale pour ne pas créer un incident diplomatique. Le FMI vient de suspendre un décaissement qui est dû, enfin, qu'il devait accorder à un pays de la sous-région, qui est d'ailleurs en programme avec lui, tout simplement parce que le pays a dérapé, n'a pas respecté le service de la dette qu'il devait accorder à un pays comme l'Espagne. Et ça, il faut aussi se rappeler. Donc, il y aura des évaluations. Donc, il y aura des évaluations au Congo. Donc, ça sera pas, voilà. Les services du FMI qui viendront au Congo pour dire, on vous a demandé d'atteindre à peu près ces niveaux de recettes. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas atteint ce niveau de recettes? Donc, ça va être assez contraignant. Où est-ce que l'État va trouver de l'argent en dehors du fait, on le sait, que le pétrole a déjà été, se trouve quelque peu géré avec les traders, parce que nous devons leur concéder une bonne partie de nos recettes. Et comme c'est le pétrole qui représente l'essentiel de nos recettes budgétaires, alors il faut chercher d'autres niches d'argent. D'où on parle de la diversification de l'économie. Ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en deux jours. C'est un long processus. Mais ce n'est pas ce que je vois ici et là où on chante à tue-tête nuit et jour, où certains gouvernants disent diversification de l'économie. Non, c'est un processus. L'État est certainement le fer de lance de la diversification économique. Encore faudrait-il que les opérateurs économiques, la Suisse, enfin, est-ce que nous en avons des vrais opérateurs économiques? On pense qu'ils doivent continuer. On pense d'ailleurs que les efforts sont fournis dans ces sens-là. On va se rappeler maintenant avec la production de fer, avec donc la société de monsieur Sapro, que vous connaissez, Sapro, voilà, Paulo Bambi. Voilà. Ernest Dimi, moi je posais comme question, on en a parlé des réformes. Le président d'ailleurs est revenu sur cela lors de ses récentes adresses, donc sur l'état de la nation, que nous devons nous engager dans les réformes. Alors, il y en a certaines qui restent quand même. On a parlé de la mise en place de la haute autorité de lutte contre la corruption, qui jusqu'aujourd'hui n'a pas encore vu le jour, alors que on semble voir bien l'Amir Nguélé aller dans le sens là pour lutter contre les antivaleurs, donc tel que vient de le dire le porte-parole du PCT. On peut donc espérer avec cet accord voir par exemple cette réforme aller plus vite que nous l'attendions. La haute autorité de lutte contre la corruption, c'est juste un exemple que vous avez pris. Bien évidemment, il y en a bien d'autres. L'arsenal de réformes qui a été adopté. Mais maintenant, en fait, annoncé. Annoncé, oui, mais je peux parler d'adopter, c'est parce qu'il y a des lois qui existent déjà. Maintenant, c'est ça, je l'ai déjà dit et je me répète, que c'est sur la base de certains éléments dans ceux auxquels nous faisons allusion, ces réformes-là, qu'on a parvenu à cet accord avec le Fonds monétaire international. Ça, c'est le papier. Maintenant arrive la phase pratique et c'est ça qui voudrait dire qu'entre autres, les plus durs va commencer, parce qu'il faut passer, quelqu'un l'a dit ici, je crois que c'est Alphonse, de la parole aux actes. Nous avons signé un accord confiant du fait que vous avez déjà mis sur papier
la création d'un nouveau gendarme de lutte contre la délinquance économique, c'est bien. L'accord est signé, il faut matérialiser cela. Ça veut dire quoi? Que les pouvoirs publics, je crois que c'est le président de la République qui devrait procéder à la prise du décret après l'appel à candidature, parce que nous savons que la nomination à ce poste, par exemple, est ouverte à tous les citoyens. Et si le comité mis en place statue sur un dossier, le président prendra les décrets. Mais étant donné que l'accord est signé, étant donné qu'il faut aller très vite dans ces réformes de manière matérielle pour essayer un peu de maximiser les chances du Congo d'avancer dans les dossiers avec le FMI, alors il n'y a pas de raison qu'on retarde dans la mise en place de manière matérielle, donc physique, et l'entrée au service de ces structures. Comme dirait quelqu'un, le temps est compté, il faut que le gouvernement sache aller à l'essentiel. Il y a aussi cette question de la demande sociale et puis la dette intérieure. Toutes ces questions aussi sont des questions maintenant qu'il faut bien regarder, parce qu'on le sait bien, quand le président annonçait l'entrée en programme avec le FMI, il avait bien dit que les questions sociales, bien l'investissement sur ces terrains-là ne va pas subir de choc, mais maintenant il faut aussi le satisfaire de manière plus efficiente. Je vais peut-être dire quelque chose que tout le monde connaît, que tous les grands économistes savent. Entre les deux institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et le FMI, je suis navré de vous dire que le FMI n'a pas toujours une politique assez sociale. C'est plutôt la Banque mondiale qui a une politique assez sociale parce qu'elle veut réduire autant que faire se peut le degré de pauvreté. Mais résoudre les questions sociales au Congo, ce n'est pas le rôle du FMI. Donc ça, on doit bien se mettre d'accord. C'est au gouvernement de le faire. C'est au gouvernement de le faire, mais lorsque vous êtes en accord avec le FMI qui voudrait que vous puissiez respecter à la lettre votre service de la dette, eh bien, si vous dites au FMI, nous voudrions injecter de l'argent parce qu'il faut payer des pensions, ils peuvent être amenés. Tout dépend. Quand vous parlez des pensions, je le sais bien, vous êtes assez pessimiste sur la question. C'est la manière dont le FMI a toujours fonctionné dans tous les pays. Mais cela n'empêchera pas le gouvernement de continuer à jouer son rôle, à assurer donc toutes ses prérogatives, notamment dans la prise en charge des questions sociales, mais aussi la dette intérieure dont on parle. Tout dépend, n'est-ce pas, de la qualité, n'est-ce pas, de ceux qui sont en phase, sont ceux qui traitent avec le FMI, notamment l'argentier congolais. On l'a vu pendant que nous devrions accéder au point d'achèvement dans le cadre de l'initiative PPTE, on payait les pensions, on payait les bourses. Donc je pense qu'il s'agissait pour le ministre qui était là à l'époque d'expliquer à toutes ces équipes du FMI qui venaient que, bon, écoutez, ce problème est d'une importance capitale parce que non seulement on réussit à régler quelques cas sociaux, mais en même temps, on essaie d'injecter le circuit, on essaie d'injecter des liquidités dans le secteur économique pour que la consommation reprenne. Donc, tout dépend. Si vous partez voir le FMI et que vous êtes assis comme un professeur qui donne des cours à ses étudiants sans que vous ayez la possibilité de montrer les limites de ce qu'ils vous disent, tant pis, vous font ingurgiter des choses qui peuvent, n'est-ce pas, entraîner des soubresauts tout à fait au niveau social. Mais si vous êtes des gens assez outillés, vous les regardez les yeux dans les yeux pour dire non, ce que vous dites, regardez, on parle de ce principe économique, ça ne peut pas marcher chez nous. C'est au gouvernement congolais de définir sa ligne de négociation dans le cadre des mesures ou dans le cadre de mise en œuvre du programme. Et nous espérons que ces choses faites, ça s'est déjà fait dans ce pays, puisqu'on sait que le ministre Andeli, à tout seigneur, tout honneur, a pu à un moment donné, nous qui suivons ces dossiers à l'époque, il réussissait à dire au FMI, vous ne pouvez pas nous empêcher de payer par exemple des pensions. Et ça, on l'a vu avec le ministre Calix Ganongo qui lui également a mis les batteries on l'espère, pour arriver à cet accord. De très grands experts et donc certainement
qu'il peut aller dans le même sens pour que le FMI ne nous fasse pas ingurgiter une potion trop amère. Exactement. Alors, Alphonse, vous venez de dire que le FMI ne fait pas du social. Et nous croyons savoir que le FMI ne donne pas de l'argent, mais il le prête, sans doute avec majoration. Est-ce que cette signature de l'accord avec le FMI n'est pas un fardeau qu'on fait porter aux générations futures? On n'a pas 36 solutions. La situation d'aujourd'hui, d'ailleurs, je pense, le Premier ministre a lancé certaines indiscrétions lorsque Mwamba est arrivé. Il était dans le camp de ceux qui ont fait croire au chef de l'État que la seule solution, c'est d'aller vers le FMI, qu'il ne s'agissait pas d'aller encore lever des fonds sur le marché financier international pour justement se retrouver dans une situation plus compliquée. Donc, le FMI, on l'a déjà fait, il n'y a pas à en avoir peur. On avait à un moment donné, le Congo avait d'ailleurs la dette la plus importante par habitant. Mais on a quand même réussi à desserrer cet étau de la dette jusqu'à signer, jusqu'à parvenir au point d'achèvement dans le cadre de l'initiative PPTE. Donc aujourd'hui, j'entends justement, je lis les réseaux sociaux, les gens qui disent non, c'est un fardeau qu'on va faire payer aux générations futures. Lorsqu'un pays n'est pas mauvais pour un pays de s'endetter. Tout comme vous, monsieur Mianata, vous pouvez vous endetter auprès d'un bailleur du coin. Tout dépend de votre capacité à gérer le fruit de cet emprunt pour que vous puissiez créer des richesses et rembourser ce que vous devez acquis de droit. Donc, je ne pense pas. Il peut arriver, il y a des facteurs qui sont tout à fait, que nous ne pouvons pas tout à fait mesurer. Imaginez un seul instant, je ne le souhaite pas, je ne suis pas un prophète de malheur, imaginez un seul instant que l'administration Trump rentre en guerre avec l'Iran aujourd'hui. Mais tout de suite, les cours vont flamber. Ce qui est tout à fait plausible. Bon, il y a beaucoup de facteurs. Il peut y avoir beaucoup de problèmes de tornades, des problèmes de chaleur aux États-Unis, en France, qui peuvent... D'ailleurs, le cours du baril est en train de remonter quelque peu. N'eussent été les contrats que nous avons avec les traders, nous ne ressentirons pas les chocs que nous ressentons aujourd'hui. Ce sont ces contrats qui nous bloquent parce que l'essentiel des recettes budgétaires de l'État étant des recettes pétrolières, et comme nous avons donc signé des contrats, ce qui n'est pas aussi mauvais, tous les pays le font, l'Angola, le Cameroun, le Nigeria, signent des contrats de traders, mais tout dépend de l'utilisation qui en a été faite. Et donc, en ce qui nous concerne, ça nous pose un problème parce que cela nous pénalise quelque peu. Quant à la Chine, vous avez vu, la Chine qui veut faire du Congo son meilleur partenaire stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Congo doit être le pays, je peux dire la vitrine du développement, du modèle de la coopération économique que la Chine a avec l'Afrique. Bon, la Chine, quand même, a essayé d'assouplir les conditions. Donc, rien ne prouve à l'instant, c'est vrai que lorsqu'on fait une projection vers l'avant, on dit oui, ce sont des générations futures qui vont supporter cette dette, mais les choses peuvent changer. Le Congo peut se retrouver dans une situation de surliquidité. Rien n'est impossible. Vu que nous dépendons du pétrole, il peut arriver qu'aujourd'hui, on vous dise demain, le baril flambe encore dans les $100 ou bien caracole au-delà. Et donc, ce qui va permettre, avec les accords que nous avons, les négociations que nous avons engagées avec les traders, certainement en assouplissant les conditions à ce côté, le Congo peut se retrouver avec une manne financière qui lui permet de rembourser plus tôt que prévu ce qu'il doit, n'est-ce pas, à ses partenaires. Donc voilà, le monde économique est quelque chose aussi d'instable. Ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas des mathématiques où on dit 1 plus 1, c'est égal à 2. Demain, ça peut être 1 plus 1 égale à 0 ou égal à 5. Donc voilà. Voilà donc, messieurs et dames, nous vous rappelons que vous êtes bien dans votre émission Congo Presse Club qui réunit donc avec ses productions désormais. Donc vous aurez sur ce plateau Serge Lepote et Serge Minarata pour cette émission Grand Débat à Télé Congo, donc la grande chaîne nationale. Nous sommes en train de parler donc de l'accord signé entre le Congo et le FMI, cet accord qui fait donc le bonheur de Congolais, mais qui rappelle également aux Congolais donc l'obligation de pouvoir aller de l'avant et assainir donc la gestion de la chose publique. On va peut-être terminer l'émission, mais je veux qu'avant que Serge puisse clôturer, donner la parole à Ernest Dimi. Nous étions en train de parler donc de la suite. Tout le monde le sait, la suite, ce ne sera pas aussi
aisé que certains peuvent le croire. Ça exige du travail. Et d'ailleurs, le président de la République revient là-dessus. Et il faut travailler. Le travail ne peut pas s'arrêter. Les réformes ont été annoncées. Et les réformes, il faut donc amener à bien. Mais on va aussi parler de cette question de la réduction du train de vie de l'État. Tout le monde en parle sur cette question, donc on peut espérer aussi dans les mesures, dans ce sens-là, parce qu'il y va de la vie de la nation. Bon, moi je crois que pour nous qui suivons un peu, pas un peu, nous qui suivons l'actualité, nous qui servons de relais entre les gouvernants et la société en matière d'information, nous savons, on ne peut pas dire que la réduction du train de vie de l'État n'a pas encore commencé. Vous avez suivi qu'il y a au niveau des hautes personnalités de la République, il y a eu des réductions, par exemple des émoluments. Vous avez suivi une note, je crois, une circulaire ou une note de service du Premier ministre qui recadrait les missions des membres du gouvernement hors du Congo. Je crois que c'est la fameuse note, 1+2 ou 1+3 comme ça. Donc un ministre ne peut sortir du pays que seul avec à la limite 2 collaborateurs. Alors qu'avant, c'était tout un village que les ministres pouvaient emmener. Alors, vous avez suivi également qu'il y a d'autres actes qui ont été posés dans ce sens. On va dire ceci, que ce n'est peut-être pas encore ce que les Congolais veulent, ou bien ce que le FMI exige, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que la réduction du train de vie de l'État n'a pas encore été amorcée. Elle a déjà été amorcée, mais est-il qu'elle doit se poursuivre au point de satisfaire les niveaux exigés par le Fonds monétaire international si on ne voudrait pas vivre ce qu'on a vécu dans un pays de la sous-région où le FMI était obligé de suspendre ou de retirer un accord ou une facilité qui a déjà été accordée. Aujourd'hui, il faut plutôt voir dans l'avenir. Alors, d'aucuns s'attendent à ce que dans le cadre de la mise en œuvre de ces critères exigés par le FMI, certains, par exemple, s'imaginent, pourquoi pas, un remaniement technique de l'équipe gouvernementale avec le regroupement de certains portefeuilles, alors, avec donc un nombre plus restreint de ministres. Alors, je donne la parole à Alphonse, juste pour conclure, il nous reste à peine 2 minutes. Oui, j'ai dit, ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument que le gouvernement se mette au travail. Mais le travail n'est pas seulement une affaire du gouvernement, c'est une affaire de tout le monde. Il faudrait que le gouvernement travaille et sache, à un moment donné, traiter parfois avec beaucoup de diplomatie, avec les experts du FMI, pour qu'on ne nous fasse pas ingurgiter des potions amères. On l'a suivi, par exemple, dans un pays comme le Tchad, où certaines mesures étaient assez impopulaires. Et donc, je ne souhaite pas, je pense que le ministre des Finances est quelqu'un d'assez responsable, il est entouré des cadres tout à fait valeureux. Il ne faudrait pas que le Congo fasse le ventre mou, que chaque fois qu'un expert du FMI vous dit quelque chose, ce n'est pas parce qu'il est du FMI qu'il connaît tout. C'est ça le vrai problème. Parfois, il y a des cadres chez nous qui sont plus outillés même que les experts du FMI qui leur disent certaines vérités. Donc, il faut que le gouvernement en tienne compte parce que aujourd'hui, les populations ont envie aussi de sentir, comme le disait Demi, que les autorités font un gros effort. Il ne faut pas que ce soit timide. C'est-à-dire qu'on sente que nos autorités même aussi vivent la crise. Parce que sinon, les populations auront de la peine à penser que nous sommes franchement dans une situation où nous sommes, comme on dit vulgairement, nous passons tous nos budgets et toutes nos dépenses sous les fourches codines du Fonds monétaire Merci international. Alphonse, merci Dimi d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que notre débat portait sur la signature de l'accord programme Congo-FMI. Serge Leporte et moi étions très heureux de vous présenter ce numéro de relance de l'émission Congo Press Club. Merci et à la semaine prochaine.